Donc, je m'appelle Benoît Berthou, je suis maître de conférence à l'Université Paris 13, dans les formations métiers du livre de Villetaneuse et notamment en commercialisation du livre. Et effectivement, dès que j'ai entendu parler de cette biennale dont l'ambition est de réunir 3 métiers du livre, j'ai tout de suite pensé au catalogue, sachant que s'il y a vraiment un objet qui est un point commun entre ces métiers, c'est quand même ce dispositif qui se propose d'inventorier, de recenser et de mettre à disposition d'un public donné, qu'il soit consommateur ou lecteur, une production. Et en plus, c'est un métier, c'est quand même un objet et un dispositif qui a été directement touché par le numérique. Puisqu'alors aujourd'hui, ce que je dis à mes étudiants, je n'ai pas la réponse, mais par exemple, peut-être que nos deux collègues éditeurs nous le diront, mais faut-il dématérialiser les catalogues ou non, mais en tout cas, ils ont très largement évolué au niveau de leur fonctionnalité. Cette évolution, je voudrais juste la retracer brièvement en 3 mots. Alors, il faut pointer par là, logiquement. Alors, sachant que si jamais je dois le résumer, il y en aurait presque 3, je pense vraiment au niveau international, puisque là je reviens de Croatie, où on a fait un séminaire avec les collègues, nous avons créé une association internationale des publishing studies et des chercheurs autour des sciences de l'information et de la publication et de l'édition, pour ça comme ça, qui va s'appeler Europub. Et donc nous organisons chaque année un colloque qui cette année aura lieu à Florence, à la Villa Finali. Donc chaque année nous le ferons. Et c'est vrai qu'au niveau international, on a bien vu que ces espèces de considérations autour du catalogue, elles étaient totalement partagées. Partagées déjà au niveau d'une visibilité, sachant que là, avec effectivement le web et l'ensemble des technologies qu'on a pu développer autour de ça, Web 2.0, etc., on est quand même face à des catalogues qui sortent totalement de leur cadre classique de bibliothécaire. Moi, je me rappelle encore pour avoir longtemps fréquenté la bibliothèque de Versailles, cette espèce d'immense salle avec des cartes, des grands meubles en bois, etc. Là, effectivement, on est à l'inverse face à des catalogues qui s'exportent totalement. Alors que décrit très très bien, je veux dire, une personne que l'on connaît bien entre ses murs, qui s'appelle Bertrand Calange, dans ce billet, effectivement, où il dit bien et il pointe du doigt un paradoxe, alors qui va être un peu au cœur de mon intervention et qui est assez intéressant. Le catalogue, c'est avant tout un système d'information, c'est-à-dire un outil qui permet une identification, un objectif qui est poursuivi par des métadonnées de toutes sortes. Je pense que parmi vous, vous avez tous passé des concours, vous avez souffert en ayant des cours de catalogage avec des profs sadiques qui essayaient de montrer comment il fallait exactement absolument tout normer, et ainsi de suite. Donc ce catalogue, il permet une localisation au service d'une collection. Et pourtant, on voit très bien que internationalement, ce catalogue, aujourd'hui, finalement, cette information et cette localisation, elle poursuit un objectif qui est un peu différent, puisqu'ils ont une visibilité qui est sans précédent, ainsi que le démontre le principe même de l'OPAC, que tout le monde, je pense, connaît, à savoir d'un catalogue en ligne, donc qui n'a plus uniquement une mission d'information, mais qui va même être utilisé, bien souvent, pour valoriser un fonds et le signaler presque au monde entier. Alors ça, c'était assez quand même étonnant, c'est-à-dire que là, en Croatie, on avait un programme qu'on appelle COS, qui sont des programmes européens, donc qui regroupent des chercheurs et notamment des bibliothécaires. C'est frappant à quel point, effectivement, ce modèle de l'OPAC a été adopté avec une simplicité désarmante. C'est-à-dire que les bibliothèques aujourd'hui n'imaginent pas presque ne plus avoir de catalogue en ligne, ce qui, encore une fois, est un paradoxe, puisque, comme dans tout le catalogue, je vous ai mis la notice centrale de cette notice qui vient de la Bibliothèque nationale allemande, on est quand même face à une information qu'on peut penser relativement pauvre, et en tout cas pas très parlante. Mais il n'empêche que là, il y a presque une espèce de consensus autour de cette information. Consensus qui consiste à la partager la plus largement possible également. Autre chose qui nous a beaucoup étonné, on était 60 chercheurs environ, c'est quand même la popularité des travaux de l'OCLC, et notamment l'engagement dans le développement d'un outil comme WordCat, qui est un catalogue de catalogues finalement, qui est là pour fédérer l'ensemble de ces catalogues, et qui sert même une certaine utopie, avec l'idée qu'effectivement on va pouvoir connecter tous les livres, on va pouvoir permettre leur identification mutuelle. Donc grosso modo, la machine intellectuelle qu'est le livre, pour parler comme mon collègue Adrian van der Wiel de Leiden, elle va pouvoir traverser des frontières et des barrières linguistiques et autres. Alors, ça s'inscrit quand même dans une tradition, puisque s'il y a quand même bien un métier, je dirais, qui a quand même d'emblée pensé ces catalogues en termes de circulation et d'internationalisation, c'est bien la bibliothèque, sachant que pour le faire, il y a quand même la construction d'un véritable monument, cette classification d'Eway. Je vous rappelle qu'elle est née en 1876 sous forme d'un pamphlet de 4 pages. Et qui là vient d'être réédité il y a 3 ans, elle fait 1500 pages maintenant. Elle a même un jour, il y a le 10 décembre, c'est le D-Way Day, donc je ne sais pas si vous le faites dans vos bibliothèques, mais dans l'état de bibliothèque nationale, c'est un jour qui est consacré, effectivement, on réfléchit autour du Way, tout ce que ça a permis, etc.
En tout cas, on a un dispositif qui porte effectivement la trace d'une internationalisation qui est quand même paradoxale. Et là, j'insiste sur ce point, puisque on voit très bien que c'est un espace qui est très contraint, ce catalogue. Qu'on le veuille ou non, on est prisonnier de l'information. Comme le dit M. Calange, on est là pour signaler. On est là pour localiser. Donc, finalement, on retrouve une espèce de chose qu'on pourrait appeler presque académisme. Là, c'est de la Denver Public Library. Vous voyez qu'on est face à un catalogue le plus, je dirais, classique du terme. C'est un OPAC. Le cœur de la notice, finalement, ce sont des données éditoriales, pour reprendre le langage de la BNF, qui parle d'un petit chef-d'œuvre, le Sandmal de Neil Gaiman. On pourrait attendre un autre discours sur un livre. Là, le catalogue ne nous le donne pas. Si je change de bibliothèque, si je vais à la Nouvelle-Orléans, c'est la même chose. C'est-à-dire que je retrouve exactement les mêmes données. Et c'est vrai qu'on pourrait faire comme ça une enquête de par le monde, mais on voit qu'effectivement ces catalogues ont beau être publics, finalement, ils sont vraiment normalisés. Ils portent la marque d'une standardisation qui est très forte. Même quand on change de métier, là je prends une librairie comme Ombre Blanche à Toulouse, on voit effectivement qu'au cœur, finalement, de ce qu'ils proposent, il y a des données éditoriales qui peuvent paraître relativement pauvres au regard, effectivement, de ce qu'offre le livre. Même chose si je vais en Angleterre, je prends le site de Blackwell, je vois que là aussi j'ai un catalogue au sens le plus traditionnel du terme. Et là il y a un espèce de paradoxe quand même, puisque ce catalogue sur le web il est omniprésent. Quand on cherche un livre quel qu'il soit, on va trouver des catalogues. C'est lui qui est le vecteur majeur de communication autour du livre. Et malgré ça, il reste pauvre. C'est-à-dire qu'il reste dans le cadre d'un système d'information, ce qui est un véritable problème. Ce qui le montre le mieux, ce sont les images même du livre. Parce qu'alors là, les images finalement qui diffèrent un peu, on les trouve dans des librairies très spécialisées, comme Tripologie par exemple, qui est spécialisée dans la bande dessinée. Mais si je compare avec Soramps, par exemple la célèbre librairie de Montpellier, là vous voyez que Soramps je n'ai que la couverture, alors que dans l'autre cas, effectivement, il va exploiter toutes les images fournies par l'éditeur, et plus largement. Bon, c'est vrai que là, au niveau de ces catalogues, on est quand même prisonnier des méta-catalogues. Alors, des banques des bases de données comme Didicom se sont largement engagées dans l'enrichissement de leurs services et de leurs catalogues, notamment à travers le standard Onyx, qui lui, en XML, va permettre d'avoir des catalogues les plus riches. Alors juste, pour aller vite, et laisser la parole quand même à nos amis, on a des catalogues qui sont omniprésents et qui sont pauvres, donc on a un problème, grosso modo. Et la question, ça va être comment les enrichir. Et alors, je vais finir en proposant deux modèles, absolument, pour les enrichir. Le premier, ce serait le modèle de l'autorité, alors qui est précisément celui que défend Bertrand Calange dans son billet « Pourquoi les catalogues ne peuvent pas être 2.0 », avec une argumentation simple. En fait, le catalogue, c'est un outil d'information, et il ne faut pas le dévoyer de sa mission première. À l'inverse, il faut reconnaître que la mission de tout catalogue, c'est de référencer, et donc il ne faut pas aller au-delà de ce travail de référencement. Il faut presque faire parler le référencement, c'est-à-dire bien montrer qu'il possède une signification. Ce qui effectivement possède un sens, puisque vous savez très bien que le niveau documentaire d'un catalogue, c'est pas l'ouvrage, c'est pas le livre, c'est la collection. C'est-à-dire que c'est l'ensemble qu'il forme, qu'il référence et qu'il présente. Cette collection, elle forme une unité qui a tout lieu d'expliciter, d'une manière ou d'une autre. Donc effectivement, on peut communiquer autour de cette collection, comme par exemple ici, le catalogue des médiathèques du Val d'Europe, qui est effectivement un OPAC, alors qui là, a des données éditoriales classiques et présente dans ce catalogue un enrichissement qui est le fait directement d'un professionnel, en dessous de chaque notice, avec cette rubrique « Avis des bibliothécaires », quelques lignes qui sont rédigées de la main directement de celui qui finalement a participé à la politique d'acquisition. Donc la notice, elle est motivée, elle relève d'une intention, elle a été débattue, elle a été mise sur la balance. Si ce livre est là, c'est pas par hasard. Finalement, le catalogue le signale, puisque chaque livre porte la marque de celui qui a choisi de l'intégrer à ce catalogue même. Donc l'information, elle a été produite. Et ce catalogue, il a une légitimité. On voit au niveau international que c'est le cas. Par exemple, s'il y a même des réseaux très ambitieux. Alors, je suis jamais allé, mais c'est la bibliothèque de Palm Springs. Alors, j'adore ce nom, donc j'ai pris celle-là. Alors, ils se sont fédérés, c'est le King County Library System. Voilà. Donc là, ils ont une liste, là, c'est par exemple la liste Graphic Novels. Donc là, qui a une liste quand même de 60 titres, qui a été choisie par tous ces bibliothécaires. Et on voit que c'est un dispositif qui est vraiment ambitieux, puisqu'effectivement, ils ont des livres dans tous les domaines, des listes dans tous les domaines, certaines qui datent en littérature et d'autres ailleurs. Bon, en tout cas, là, effectivement, c'est, on va dire, comment dire ça, ces modes de prescription en réseau, effectivement, ont tendance à se développer. C'est la même chose dans les librairies. Alors, on voit très bien que, par exemple, une librairie comme Mola,
qui a un site internet tout beau qui date d'1 an et demi, mais directement en valeur les libraires, avec une photo d'identité. Vous voyez que c'est presque comme si vous accueilliez physiquement dans le cadre de librairie. Des modes de prescription très très explicites, où ils produisent ce qu'on appelle des coups de cœur, donc où ils disent pourquoi effectivement ils veulent directement ces livres. Également un mode d'organisation de l'information qui est le fait du libraire. Là vous voyez que rubrique coup de cœur, rubrique dossier, là ce sont des libraires qui ont choisi de trier l'information là-dedans. À l'inverse, les rubriques les meilleures ventes et nouveautés, là on laisse plutôt faire la production et nos collègues éditeurs. Mais vous voyez que là c'est pas le libraire qui a directement prise. Alors par contre, je me demande quand même, ça reste à savoir si c'est pas une spécificité française. Quand on voit effectivement des librairies d'autres pays, bon, Thalia en Allemagne par exemple, là, le libraire se fait beaucoup plus discret. Alors ma maîtrise de l'allemand n'est pas des meilleures, mais enfin j'ai là désespérément cherché un coup de cœur. Alors Barnes & Noble c'est un peu différent parce qu'ils ont développé un espèce de label éditorial, c'est-à-dire qu'en fait ils éditent eux-mêmes, ils ont une collection Barnes & Noble classique, donc là on peut dire qu'il y a une espèce, en fait ils produisent un catalogue, c'est-à-dire qu'ils vont pas seulement trier le catalogue, eux-mêmes font leur propre catalogue en allant chercher dans la production des éditeurs. Donc il y a une forme de labellisation, on va dire. Bon, et puis le catalogue dans lequel culmine ce modèle d'autorité serait évidemment le catalogue de l'éditeur, puisque si jamais on joue sur les mots, on peut dire que l'éditeur, en tant qu'éditeur, écrit un seul livre qui est le catalogue. Puisque, effectivement, il écrit ce livre avec les livres qu'il publie. C'est-à-dire que là, tout est motivé. Puisque tous les livres, effectivement, qui paraissent dedans ont été choisis, ont été sélectionnés. Donc là, ils sont pleinement légitimes. Alors il peut écrire, il peut être auteur par ailleurs, par exemple Jean-Marc Roberts était un auteur bien connu, mais bon là en tout cas l'auteur et le chef-d'œuvre un peu de l'éditeur, le chef-d'œuvre puisqu'il commande les autres œuvres, c'est effectivement le catalogue. On voit même que sur certains sites web c'est prégnant, le site des éditions de Minuit par exemple, bon là on a un site on ne peut plus classique avec un historique, on sait où on est face à une maison qui fait autorité, qui n'entend pas faire autre chose, vous voyez que c'est un catalogue directement qui n'a même pas ni mission sociale ni même de vente en ligne. Au niveau international, c'est également le cas. Je prends un éditeur comme Fantagraphics, c'est un éditeur de bande dessinée bien connu. Vous voyez que là, la modestie les étouffe, puisque ce sont tout simplement les éditeurs des plus grands auteurs de bande dessinée du monde. Comme il l'indique clairement sur leur site internet, avec moi, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Mais bon, au moins, on sait où on est. Deuxième modèle, juste à mettre en concurrence, à côté de l'autorité, ce serait l'hospitalité. Sachant que là, effectivement, c'est un modèle qui est fait très 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 différemment. Alors que M. Callan, justement, n'est pas du tout d'accord avec. On va pas du tout partir de la production d'un professionnel du livre, on va partir de la production d'un amateur. Et on va lui conférer, alors non un sens forcément, mais une forme. Alors, le meilleur exemple, c'est évidemment ce site web qui fait rêver nombre de bibliothèques en France, quand même, qui est le fameux site web de la bibliothèque de Saint-Herblain, qui est quand même une petite ville, je ne sais pas comment il faut pour avoir l'équipement pareil, mais enfin... Alors là, qui est effectivement un site très graphique, qui a un catalogue classique, un OPAC qu'on trouve en ligne, avec un moteur de recherche, que voulez-vous trouver. Bon, mais à l'intérieur de ce catalogue, on voit quelques spécificités. Là, je prends un livre de Pierre Lemaitre, qui s'appelle Alex, système d'information classique. Là, j'ai mes données éditoriales, mes codes d'IWay, et ainsi de suite. Et après, eh bien, effectivement, on tombe dans ces enrichissements. Donc, grosso modo, des systèmes d'information qui permettent à l'usager de la bibliothèque de s'exprimer. C'est-à-dire d'évaluer les livres avec des étoiles et de les signaler avec des mots-clés, qu'on pourrait appeler des tags en langage Internet. Alors, ce qui est quand même vraiment intéressant dans ce cas-là, c'est que là, pour le coup, on est dans un système d'information, mais l'usager participe du système d'information. Parce que vous voyez que finalement, on lui demande de taguer le livre, c'est-à-dire directement de produire de l'information à propos de lui. Là aussi, alors il faut que je trouve qui est le prestataire qui fournit ça, parce qu'effectivement, dans les bibliothèques américaines, on trouve un service tout à fait comparable, là par exemple à San Francisco, et que c'est le même livre, traduit, évidemment, et qu'au centre de la page, là on a également ajouté des tags, ajouter des mots-clés, et ainsi de suite, c'est-à-dire enrichir le système d'information bibliothéconomique classique. Et là, on peut faire un tour du monde. À Chicago, c'est la même chose. On a exactement le même système, Miami, etc. Il y a un nombre de bibliothèques américaines qui emploient ce même logiciel que je ne connais pas du tout. Dans tous les cas, le lecteur, là, il va opérer dans le cadre d'un formulaire. Et alors, c'est quand même ce qui est intéressant. Alors, M. Kahn, je dis, et Lionel Dujol également, dans une conférence comme ça sur ce qu'il a appelé la lecture sociale, le dit très bien, en disant qu'effectivement, c'est pour ça que j'appelle ça automatiser l'amateurisme, parce qu'on dit qu'on va inviter les lecteurs et les amateurs à produire à s'exprimer, en même temps, on les invite surtout à produire de l'information, information qu'on va quand même volontiers simplifier, même graphiquement. Avec, par exemple, ce monde de la lecture sociale et de la prescription et des catalogues enrichis, c'est quand même un monde d'étoiles. Voilà, pour le coup, il y a des étoiles partout.
Ce qui est la représentation graphique la plus simple quand même de la prescription, et qui n'a pas besoin de la motiver, quand vous mettez des étoiles, point. Ça s'arrête là, vous n'avez même pas besoin de dire pourquoi vous mettez des étoiles, vous étoilez, c'est tout. Dans certains cas, il n'y a même pas besoin de créer un compte, on peut étoiler sans créer de compte directement. Là, c'est la FNAC et BD Fugue, hein, et on voit qu'effectivement, on a un système qui est tout à fait comparable. Cette hospitalité, c'est également une stratégie industrielle. Hein, je ne vais pas revenir, peut-être évoquer, mais enfin, le fameux rachat qui avait fait couler tellement d'encre de Goodreads par Amazon, c'est quand même, finalement, un marchand de vente en ligne qui a racheté un spécialiste de lecture sociale. Hein, et qui, effectivement, a tenté, plus ou moins, de coordonner, on va dire, leurs actions. Alors, même si les méchants sont des grands Américains, en France, on n'a pas fait forcément beaucoup mieux. Hein. Parce que je vous rappelle que De Citre, en 2014, a racheté un réseau social qui s'appelle Entrée Livre, hein, qui effectivement est vraiment le Goodreads à la française, hein, c'est la même chose, hein, c'était des communautés avec des forums très très actifs, et que Entrée Livre, alors là pour le coup, a été tout simplement fermé et intégré sur le site de citre.fr, assez finement d'ailleurs, hein, ça donne une interface qui est vraiment riche hein, quand on y va, et que là pour le coup cette hospitalité, alors là elle prend des formes spectaculaires. Vous voyez que là c'est présenté sur le site de Citre, hein, vous avez un mégaphone, vous présentez la communauté, vous mettez des étoiles, vous avez des historiogrammes pour les notes, et on aboutit quand même à des catalogues et à une stratégie d'hospitalité qui prend des formes complètement baroques. Voilà. Il y a des étoiles partout, on peut s'exprimer partout, on a des mots-clés partout. C'est un vrai gruyère, quoi. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est face à une espèce de... à tel point qu'on peut même évaluer le site lui-même. Parce que le site a passé un accord avec Trustpilot, qui effectivement est une autorité indépendante qui vous permet d'évaluer le site. Donc vous voyez que tout le monde est évalué, comme ça, on évalue absolument tout. Donc là, on a un modèle, hein, et c'est juste là-dessus que je vais finir, qui effectivement est intéressant. Alors, pour donner la parole quand même à nos deux, je vais ramener leur catalogue. Donc là, parce qu'on est quand même face à deux modèles assez différents. Alors, j'ai appelé ça habiter le catalogue. Parce que, alors le premier, j'appellerais ça le catalogue à lire, puisque dans le cas de Zone, donc, qui a été développé par les éditions de la Découverte, donc on a un catalogue qui propose effectivement des livres à lire en ligne. Hein, à savoir des Libères, qui est un principe qui a été inventé par Michel Valenzi aux éditions de l'Éclat. Et par contre, le catalogue d'Albin Michel, j'aurais appelé ça le catalogue comme chez soi, hein, notamment à travers, du moins celui-là, hein, parce que c'est pas tout le catalogue d'Albin Michel quand même, hein, mais bon. Là, effectivement, les univers Wiz, hein, avec là le Wiz Fantasy, donc là, c'est vraiment un réseau social pour le coup. Hein, c'est vraiment, on crée un compte, hein, et après, on peut s'exprimer librement. Je vous remercie. Bonjour. Oui, donc je vais vous parler un petit peu du catalogue des éditions Albin Michel. Alors, je n'ai pas apporté de slide, mais bon, le site est accessible. Pour vous dire, ce qui ne sera pas une surprise, que notre site est plutôt dans la catégorie autorité, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que c'est un site qui recense qui est un catalogue général qui recense l'ensemble du fonds des éditions Albin Michel, avec un moteur de recherche assez classique par titre, par nom d'auteur, qui met en avant les productions de la maison par département, jeunesse, spiritualité, pratique, psychologie, qui met en avant aussi un certain nombre de catalogues thématiques qui sont, par exemple, qui ont aussi leur équivalent papier. Par exemple, en spiritualité, on avait fait un petit catalogue l'année dernière sur l'islam, référençant tous nos ouvrages sur l'islam. On peut aussi imaginer, comme on l'a vu là, des catalogues sur des collections. Par exemple, là, c'était une collection qui s'appelle Wiz, qui est une collection pour adolescents. Mais tout ça reste assez classique, finalement. On retrouve les métadonnées habituelles. On a quand même fait un travail pour intégrer des vidéos d'auteurs sur certains titres. Mais sinon, effectivement, on reste dans un catalogue effectivement assez classique, mais avec une première page de site qui met en avant bien sûr les nouveautés, les titres du mois, et puis un peu les meilleures ventes dans tous les domaines. Alors, au-delà de ce site,
qui est un peu notre catalogue aujourd'hui. Je crois qu'on va vous montrer Voilà, super, ça se fait en live. Au-delà de ce site, bien évidemment, on investit aussi les réseaux sociaux. Donc, on se sert de notre compte Facebook, Twitter, de YouTube pour diffuser en fait ces informations et diffuser des informations plus particulièrement sur effectivement des auteurs, puisque on sait que les gens viennent sur notre site, mais pas forcément pour avoir une meilleure connaissance du catalogue Albin Michel. C'est plutôt pour trouver des informations sur des auteurs qui les intéressent ou sur un titre. Et c'est plutôt comme ça qu'on va diffuser à l'extérieur en ciblant les publics potentiels, en se servant aussi de nos sites d'auteurs et de leurs blogs qui ont une grande influence, mais il faut que ces auteurs-là soient très actifs pour les nourrir, parce que ce qui est très important, c'est que tout ça soit mis à jour. Alors bien sûr que sur notre site, on donne aussi, je ne l'ai pas dit, mais toutes les informations sur les signatures, les déplacements en province, les salons du livre, etc. Alors je ne sais pas si ça rentre dans le catalogue. On est peut-être... Oui, bon, d'accord, je ne suis pas complètement hors sujet. Donc là, c'est un peu voilà, une vision globale de ce que l'on fait. Je vais revenir un petit peu aussi sur ce qu'on fait en numérique peut-être par rapport à la première table ronde. Donc nous avons commencé à numériser nos ouvrages en 2005 en numérisant tout d'abord les nouveautés pour lesquelles on avait les droits numériques, et puis progressivement on a numérisé le fond. Donc aujourd'hui on a plus de 3000 ouvrages numérisés, tout genre confondu, et tous nos ouvrages sont toutes nos nouveautés sont systématiquement rendues disponibles en version numérique, sauf pour les beaux livres, certains livres jeunesse pour lesquels effectivement on a encore des difficultés, et puis surtout ces ouvrages ne peuvent être vus que sur l'iPad, etc., ce qui quand même limite un peu leur accès. Et par rapport aux bibliothèques, on a choisi, nous, de rendre l'ensemble de notre catalogue numérique disponible aux bibliothèques via l'offre de Numilog, dont il a été question auparavant. Et donc, voilà, tous les livres qui sont disponibles pour le grand public le sont également pour les bibliothèques, et Numilog est rentré dans PNB récemment, donc on s'en réjouit, voilà. Donc, vous parliez d'interaction et de participation, c'est-à-dire de catalogues qui permettent aux internautes, clients potentiels, d'intervenir sur les données. C'est vrai que notre site ne le permet pas, on ne fait pas non plus de vente en ligne, donc c'est plutôt un site vitrine. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Je me suis un petit peu interrogée, je suis allée voir les gens du web, et c'est vrai que comme la plupart des maisons d'ailleurs je pense, on a une sorte d'obligation alors j'allais dire de neutralité, mais c'est pas ça, parce qu'au contraire on tient à garder la main finalement sur notre image, sur ce qu'on diffuse, et je pense que ça serait quand même assez problématique de laisser des personnes extérieures venir noter nos ouvrages, faire leurs commentaires sur notre site. En tout cas, c'est quelque chose qu'on n'envisage pas de faire. Peut-être parce qu'on ne veut pas prendre le risque justement
de perdre la main sur cette présentation qu'on souhaite donner de nos titres. C'est aussi une responsabilité qu'on a vis-à-vis de nos auteurs, je pense, qui effectivement sur des sites qu'on ne maîtrise pas peuvent voir par exemple des commentaires très négatifs. Ça semble difficile de laisser ça se faire sur nos propres sites. Donc ça, on ne l'envisage pas. En revanche, effectivement, on est très conscient du fait qu'il faut qu'il y ait du partage entre lecteurs sur les réseaux sociaux, entre les lecteurs et les auteurs, et qu'il nous est très important aussi de mieux connaître nos lecteurs. Parce que finalement, c'est un peu un paradoxe, mais les éditeurs sont peut-être ceux qui, dans la chaîne du livre, connaissent le moins bien les lecteurs. Parce que le libraire, finalement, les voit arriver en librairie. Le libraire numérique a énormément de remontées sur qui sont les acheteurs, ce qu'ils achètent, ce qu'ils aiment, etc. Et nous-mêmes, comme on ne fait pas de vente en direct, et comme on n'a pas forcément cette interaction qui a été montrée là avec des notations, des commentaires, on a ce problème-là et ce souci de malgré tout nous rapprocher des lecteurs, de les identifier, de mieux les connaître. Alors, on a développé, comme il a été montré là, des espaces sur lesquels les lecteurs peuvent s'inscrire. Donc c'est quand même une démarche volontaire de leur part, créer des comptes personnels. Et ensuite, c'est à nous de leur donner raison en leur fournissant des informations qui sont un petit peu... de les traiter un peu comme des VIP, de leur donner des éléments qui ne sont pas sur le site public. Donc on a imaginé leur poster là du coup des extraits inédits en avant-première, de leur montrer par exemple différents choix de couverture pour un livre, pour leur permettre éventuellement de voter ou là de réagir par rapport à ces projets. D'organiser aussi des rencontres privilégiées avec les auteurs en utilisant ces bases de données de lecteurs qui se sont inscrits sur notre site. Parce que effectivement, c'est vraiment quelque chose qui nous échappe. On aimerait énormément pouvoir avoir accès aux données que les libraires numériques notamment ont sur nos lecteurs, mais ça, ils le gardent jalousement et il n'est pas question pour nous d'obtenir ces données-là, qui sont par ailleurs aussi confidentielles. Donc il y a des questions de déontologie, mais c'est vrai que pour nous, ça peut poser un problème. Donc effectivement, certains éditeurs, par exemple, je pense au site MyBooks, ont pensé aussi à se rapprocher, à créer ou à se rapprocher de sites communautaires, de lecteurs, l'équivalent un peu des book clubs à l'américaine. Mais on l'a vu pour MyBooks, le fait que ce site appartenait quand même à Hachette, même s'ils ont voulu l'ouvrir à tous, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc finalement, maintenant, c'est clairement un site Hachette, parce qu'il y a quand même ce problème de partialité ou d'impartialité. C'est-à-dire que effectivement, chaque éditeur sur son site fait la promotion de ses ouvrages. Et c'est là où on a un petit peu du mal à lutter avec les sites de libraires en ligne,
qui effectivement peuvent permettre cette interaction avec le lecteur et le client potentiel, et qui aussi met en avant l'ensemble de la production sans avoir les difficultés qu'a l'éditeur, qui, comme un parent, doit aimer tous ses enfants et ne peut pas en délaisser certains au profit d'autres. Donc on est un peu coincé par cette problématique-là. Je pense que là aussi, on va certainement développer des nouveaux modes de rapprochement avec nos clients, enfin nos clients indirectement et nos lecteurs, parce que c'est quelque chose qui forcément va prendre de l'importance au cours des prochaines années. D'accord. Je vais faire comme Agnès, c'est-à-dire que c'est la communication 4.0, on n'a plus besoin de PowerPoint, ça c'est direct, c'est voilà. Une efficacité plus redoutable. Oui, non, moi je parlerai aussi à partir de mon expérience pour répondre à cette question de qu'est-ce que le numérique fait au catalogue et au catalogage. Donc je l'évoquais hier d'ailleurs dans l'atelier numéro 4 un petit peu, je vais revenir plus en détail sur la production de métadonnées qui est liée à cette évolution numérique des catalogues, mais peut-être auparavant j'aimerais remettre cette question un peu en perspective historique, parce que moi ce qui m'a frappé à partir du moment où on a commencé à s'intéresser à la création de métadonnées, donc au catalogage de nos livres. On a toujours fait du catalogage, évidemment, quand on faisait des catalogues imprimés, mais on se posait zéro question, aucune des questions qui était celle des bibliothécaires sur le classement, le catalogage, le repérage et tout ça. C'était pas notre problème. On faisait des catalogues bien faits, avec des métadonnées, on ne savait pas que ce mot existait, enfin il n'existait pas à l'époque quand on était au papier, propre, une bonne typo, etc. Mais c'est tout. À partir du moment où on a dû créer nos sites web pour faire migrer nos catalogues du papier vers le web, donc à la fin des années 90, au début des années 2000, on a été obligé de se poser ces questions-là, de se poser des questions, j'allais dire, de bibliothécaires, d'organiser l'information sur nos livres pour qu'elle puisse être mise dans des bases de données et être récupérée avec tous les outils des bases de données. Et là, on rejoint tout à fait la tradition des bibliothèques qui, en fait, dont le métier premier, c'est le catalogage et c'est la création de bases de données. Alors d'abord avec des petites fiches en carton, et puis après, ça s'est amélioré. Et là, je voudrais dire un mot, justement, parce que cette convergence qu'on observe depuis une quinzaine d'années maintenant entre le métier de catalogage par les bibliothécaires et le métier de catalogage par les éditeurs, tout en amont donc de la chaîne du livre, cette convergence-là, elle n'est pas si triviale que cela, parce que moi je l'appelle un peu le troisième âge du catalogage, et je peux parler de plusieurs âges. Pourquoi ? Parce que j'ai acquis un peu d'expérience, toute petite mais quand même très intéressante, avec l'affaire Relire, parce que je suis dans le comité scientifique du programme de numérisation donc des livres indisponibles du XXe siècle, comité scientifique qui est abrité à la BNF et qui a pour responsabilité de définir les titres qui vont être progressivement numérisés. Les quelques 200 000 titres pour commencer qui sont dans les listes sont établis en 5 listes successives, en 5 lots successifs. Et donc il faut choisir les titres. Et donc là, la question du catalogage dont dispose la BNF est tout à fait centrale. Et là, j'ai découvert, à ma grande stupéfaction, mais aussi, stupéfaction un peu plus cachée, mais quand même réelle aussi des conservateurs de la BNF, que, en fait, jusqu'aux années 70, le catalogage de la BNF, qui était fait de longue date, depuis le XVIIIe siècle, quand on le regarde aujourd'hui, on dit c'est globalement n'importe quoi, c'est inutile, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que tout ça a été informatisé. Le premier âge, c'était le papier. Le deuxième âge, c'était l'informatisation à partir des années 70. Il n'a pas duré si longtemps que ça, l'informatisation avec des machines lourdes et tout. À partir du début des années 2000, on est passé la micro-informatique était passée par là, et on est passé petit à petit au web, au numérique, etc. Et donc là, les modalités du catalogage se posent de façon complètement différente. Et aujourd'hui, qu'on s'intéresse aux livres qui ont été catalogués avant l'informatique, c'est-à-dire le gros des ouvrages indisponibles du XXe siècle, on découvre avec horreur que les renseignements qui figuraient sur les fiches carton qui ont été informatisés et qui ensuite ont été numérisés et qui aujourd'hui sont disponibles dans la base Opal de la BNF, qu'il manque des choses. D'abord, il y a des imprécisions, il y a des erreurs,
il y a des confusions, il n'y a pas d'autorité éditeur, par exemple, pour commencer, c'est un truc impressionnant. Le même éditeur peut avoir 15 formes différentes. Donc pour retrouver les livres de cet éditeur, bonjour. Mais surtout, il n'y a pas de classement. C'est-à-dire que Dewey, par exemple, c'est bien, mais c'est pas du tout adapté au repérage thématique on veut tous des ouvrages d'histoire de ceci ou de philo de cela, etc. Dewey ne permet pas de faire ça. Donc on s'est intéressé, et ça c'est quand même pour l'anecdote, à la Cote Clément. Qui c'est qui connaît la Cote Clément? Voilà. Ben, moi non plus. Je connaissais pas. La Cote Clément, c'est pour la petite histoire, pour détendre un peu l'atmosphère, mais pour montrer que ces histoires de catalogage, quand même, ne remontent pas, sont anciennes. C'était un évêque qui s'appelait Clément, qui au XVIIIe siècle travaillait à la Bibliothèque nationale et a dit il faut commencer à cataloguer les livres qui sont du dépôt légal, là, que François Ier avait commencé. Et donc il a créé une cote en 26 lettres. A, B, C, D, etc. C'était père de l'Église, théologie, catéchisme. À l'époque, l'édition n'était que religieuse. Et puis il y avait quelques petits trucs annexes. Et puis au fil des siècles, ça s'est enrichi. Il y a eu la cote A, B, A 22, 3, A. Et maintenant, c'est un foisonnement de cotes. Mais heureusement qu'on avait ça, qui est assez imprécis, mais qui nous permet de repérer des thèmes, des sous-thèmes, des sous-sous-thèmes qui nous ont permis de travailler. Bon, voilà. Donc tout ça pour dire que ce problème du catalogage des ouvrages et notamment de leur nomenclature est une question absolument centrale, qui a donc connu ces trois âges-là, puisque à l'ère de l'informatique, on a commencé à mettre en place des outils techniques, des logiciels, des outils qui permettaient un peu de normaliser. Et puis, maintenant, depuis 15 ans, finalement, ce qui prévaut, c'est, ce que j'ai découvert aussi sur le tard, c'est l'internationalisation de tout ça. C'est-à-dire que plus on avance, plus on normalise, plus on internationalise. Bon, voilà. Alors maintenant, j'en viens à notre expérience d'éditeur et comment elle a convergé avec celle des bibliothécaires d'aujourd'hui, numériques. C'est que, donc, je le disais, quand il s'agissait d'avoir notre site web, il fallait le renseigner en permanence, donc il fallait une base de données. Donc par exemple, dans notre groupe, la découverte appartient au groupe Editis, on a créé très tôt, dès 2001-2002, une base de données, avec des outils de base de données, avec pour chaque titre un certain nombre de champs qui ont évolué. Au début, il y en avait une quinzaine, maintenant il y en a moins 50, enfin 70, je crois. Et les champs qui sont renseignés par l'éditeur dès la naissance du livre, plutôt dès la conception du livre, c'est-à-dire 6 ou 7 mois avant son accouchement, avant sa publication, pardon. Et ensuite, voilà, c'est renseigné tout au long de la vie du livre. Donc, évidemment, les champs de base, bibliographique, auteur, titre, etc. Mais beaucoup d'autres champs, table des matières, quatrième de couverture, biographie de l'auteur, ouvrage du même auteur. Enfin, une richesse de renseignements absolument formidable qui nous a permis que nos sites web également soient très bien renseignés et qu'ils sont mis à jour. La base de données, elle est mise à jour tous les jours, par hypothèse, parce qu'il y a des bouquins qui arrivent tout le temps. Et le site web est mis à jour aussi tous les jours, de façon automatique, sans qu'on ait rien à faire à partir de la base de données vers le site. Donc ça, c'est quand même assez formidable. Et donc, il y a une amélioration de la qualité de notre catalogue numérique par rapport à nos catalogues papier antérieurs qui étaient produits que périodiquement, tous les 6 mois, avec des bulletins tous les 3 mois, etc. Donc progressivement, à partir de 2005, 2006, 5-6 ans après la création de notre site, on a abandonné le papier, complètement, tout ce qui était catalogue papier. Et puis on a passé à des déclinaisons du catalogue numérique, et donc avec un enrichissement progressif très important, et puis surtout un apprentissage dans la maison d'édition, c'est ça aussi qui est important, des règles justement de catalogage, chose qui était totalement étrangère au métier de l'édition. Et donc, il ne faut pas faire n'importe quoi quand on saisit un titre, quand on saisit un auteur. Il y a toute une série de règles que les gens, peu à peu, quand je dis les gens, c'est les éditeurs, en charge de chaque titre, ont appris pour créer des métadonnées propres. Après, la phase suivante, ça a été quoi? Ça a été de dire, bon, ben, c'est formidable ces métadonnées, on a notre site, mais ça peut servir à bien d'autres choses. Et notamment à vendre nos bouquins chez les revendeurs en ligne. Donc pour ça, il faudrait qu'on pousse notre base de données, les métadonnées de nos titres, vers ces gens-là. Donc ça doit passer par le distributeur. Bon, le distributeur, puisque c'est lui qui est l'interface à tous les revendeurs et qui peut délivrer ces informations vers ceux qui ont des sites. Là, je dois dire que le distributeur, mais c'est pas propre à notre distributeur, tous les autres distributeurs ont fait la même chose, ils ont mis encore plus de temps que nous à comprendre l'importance de ces choses-là. Ils étaient vraiment très très loin. Eux, ils avaient des bases de données aussi, bien entendu, depuis longtemps. Bases de données distributeurs, techniques, qui servaient aux libraires à commander les livres et aux distributeurs à les servir. Mais c'est tout. Alors là, les métadonnées de cette base de données, elles étaient catastrophiques. Les titres étaient abrégés n'importe comment. Il n'y avait que les trucs de base, les SBN, les éléments nécessaires à la commande, qui étaient
très correctement renseignés, tout le reste c'était n'importe quoi. Alors donc nous on leur dit, mais attendez les gars, nous on a un truc qui n'est pas n'importe quoi, vous pourriez enrichir votre base commerciale en quelque sorte avec des données bibliographiques de qualité. Ah bon? Pourquoi faire? Alors donc il a fallu des années pour les convaincre que ça pouvait peut-être permettre, en améliorant l'information sur nos titres chez les revendeurs, de mieux vendre en ligne, n'est-ce pas? Bon, alors ils ont fini par l'intégrer, mais ça a pris, je sais pas moi, 6-7 ans après qu'on ait créé la base. Et puis donc ils ont dit, ok, on va prendre la base et on va la faire migrer et l'intégrer à nos propres outils, nos propres bases. Simplement, comme évidemment le distributeur, il a affaire à des dizaines d'éditeurs, des éditeurs du groupe, mais des éditeurs aussi hors groupe. Or, la qualité des métadonnées produites par les uns et par les autres n'est pas la même. Donc les meilleurs élèves, mettons dans le groupe, ils ont leurs 50 ou 100 champs parfaitement renseignés. Et puis, il y a des mauvais élèves qui font ça par-dessous la jambe et qui renseignent 3 champs. Et puis, il y a des diffusés qui n'ont même pas accès à la base et qui renseignent rien du tout, etc. Donc, ils ont pris le plus petit dénominateur commun. Donc, la base qu'ils ont améliorée au plan bibliographique, elle est restée d'une pauvreté quand même insigne. C'est-à-dire que, enfin, pendant un certain temps, c'est-à-dire c'était titre, auteur, enfin bon, les descriptions de base qu'on a vues là sur les slides que vous nous avez montrés. Et c'est ce qui fait que, au bout du compte, nous on dit, moi je râle tout le temps, je dis mais je comprends pas, on a les tables des matières, on a les quatrièmes de couverture, on a les biographies détaillées, évolutives des auteurs, on a des tonnes de renseignements qui seraient très précieux pour les internautes qui veulent acquérir en ligne pour se balader, se repérer dans des livres. Eh bien, pousser ces métadonnées vers les revendeurs en ligne, c'est ultra compliqué. Parce que déjà, chaque revendeur doit intégrer les flux de métadonnées venant de X distributeurs, bon, 5 principalement en France, ce qui est déjà considérable, avec, même s'il y a eu des améliorations, même si depuis 3-4 ans maintenant, toutes ces métadonnées sont au format Onyx, et donc ça aide, mais Onyx, ça suffit pas. Onyx, c'est un format XML avec une DTD particulière qui est adaptée à une gestion de base de données catalogue, mais faut-il que les champs soient tous renseignés et correctement renseignés, ce qui est très, 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 très loin d'être le cas. Et donc, ça mouline, je dirais, mais ce que vous nous avez montré, que j'ai trouvé très intéressant, c'est cette diversité de renseignements dans lesquels, finalement, les renseignements de base qui viennent des bibliothèques ou qui viennent des éditeurs via les libraires en ligne, c'est pauvre. Vous l'avez dit, vous avez utilisé plusieurs fois ce terme de pauvre. Et de fait, c'est vrai que c'est pauvre. Et c'est vrai qu'on est frustré de se dire que les bibliothécaires font leur boulot dans leur coin, nous on fait notre boulot. Il y a des fabricants de bases de données, des bases de données en France, de livres bibliographiques, il y en a, j'ai compté à un moment donné, il y en avait au moins 10 qui font la même chose. Donc c'est du grand n'importe quoi, si on regarde vu de loin. Entre Electre et la BNF, 90% du boulot qu'ils font, c'est identique. On se dit, mais quel gaspillage, mais pourquoi tout ça, c'est pas interconnecté? Pourquoi? Parce que chacun vient d'univers différents. Je peux vous dire, la BNF et Electre, par exemple, moi j'ai proposé, il y a 20 ans, qu'ils travaillent ensemble. C'est ce qui paraissait très logique il y a 20 ans. Donc j'ai réuni les deux responsables, les deux bases, là, et rien du tout. Rien du tout. Pourquoi? Parce que 10 ans avant, ils avaient commencé à essayer de travailler ensemble et ils s'étaient frités. Grave, mais vraiment grave. Et ça avait fini dans le sang et dans les larmes, quoi. Et donc, 10 ans après, ils s'en souvenaient encore. Donc, travailler ensemble, jamais. Et depuis, maintenant, depuis 30 ans après, un petit peu, peut-être qu'on va commencer à essayer de faire des trucs et des machins. Enfin, bref. Ça, c'est un exemple, hein, Elec BNF, mais je pourrais les multiplier. Sur chaque base à son histoire. C'est tout aussi rigoloté à dormir debout, d'ailleurs. Mais pour que tout ça converge, pour que d'autre part, du côté des bibliothécaires également, qui sont pris dans un maelstrom international absolument phénoménal. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout bouge à une vitesse. Non seulement les logiciels, les outils, les techniques, marques et compagnie de catalogage évoluent considérablement, mais surtout, ça s'internationalise. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus rien faire dans son petit coin. Et évidemment, les catalogueurs, des conservateurs de bibliothèques en France, eux, les plus anciens, ils ont connu Clément, quoi. Donc, ils sont loin de l'ISNI, ils sont loin de l'ISTC, etc. Donc maintenant, par exemple, tout le monde, on nous parle ISTC, ISNI. ISTC parce qu'on dit, ça suffit de cataloguer des livres, un même livre, il peut avoir 12 manifestations dans sa vie. Nouvelles éditions, poches, etc., etc. Ils ne sont pas du tout interconnectés. Donc d'où l'idée de l'ISTC, qui est de dire on va donner un identifiant unique à une œuvre. Ok, très bien. Et puis les auteurs, ils ne sont pas identifiés. Je disais qu'il n'y avait pas d'autorité éditeur, mais il y a des autorités auteurs, mais elles ne sont pas du tout normalisées au plan international. D'où la création de l'ISNI, qui vient aussi du monde anglo-saxon. Donc maintenant, il va falloir qu'on bascule tous, qu'on mette des ISNI, qu'on mette
des ISTC à nos bouquins, nos auteurs, etc. Et on est obligé de le faire. C'est la BNF qui est aux manettes là-dessus, c'est logique, parce qu'elle est au cœur de tous les catalogues de français de Navarre, et puis c'est avec elle que nous, éditeurs, on travaille de plus en plus et qu'on va devoir travailler de plus en plus. Bon bref, tout ça pour dire que les difficultés, les freins, les frictions que j'évoquais sur la constitution de catalogues normalisés et riches, qui serait la convergence de tous les producteurs de métadonnées que j'ai évoqués, comme je disais, ça fait maintenant 15 ans qu'on est dessus avec tout ce qui est proprement numérique et web. Et je pense qu'en effet, il faudra encore 10 ou 15 ans pour qu'on arrive à des convergences et qu'on ait une vision globale des catalogues mondialisés, interconnectables, interopérables, etc., etc. Donc il y a encore du boulot, je vous rassure. Voilà. Pardon. Je vous remercie beaucoup. Donc on a parlé de collaboration, d'interconnexion. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Oui. Puis après, on ira faire la pause. Bonjour. Non, très courtement, pour savoir, en parlant de services qui avaient été mis en place par la BNF, il y a une époque, il existait un service qui référençait les e-partenaires de la Bibliothèque nationale à partir du site Gallica. Je crois que ça n'existe plus, mais ça correspondait à un besoin qui remonte très très fort auprès des collègues, alors principalement pour ce que je connais des bibliothèques universitaires, qui est le besoin de répliquer ce qui existe dans l'univers papier, dans l'univers académique. C'est vrai que, encore une fois, la France a la particularité d'avoir le fichier exhaustif du livre, quand on est sur un catalogue, Madame le rappelait, quand on est sur un catalogue de libraires. La force du catalogue de libraire par rapport à un site internet d'éditeur, c'est de pouvoir montrer l'ensemble de la production éditoriale et de ses modes de diffusion. Donc il y a une structuration historique du livre autour de l'interopérabilité des données des éditeurs. Vous me corrigerez bien évidemment si je ne prétends pas être aussi expert du domaine que vous. Pour ce qui est du livre électronique, à l'heure actuelle, les collègues sont totalement démunis parce que très concrètement, ils ne savent pas où se trouvent les livres électroniques. On va avoir un bout par exemple, du catalogue de la découverte chez Kern, un tel autre bout dans PNB, ça sera exactement la même chose pour Albin Michel, etc., etc. Donc je voulais savoir si jamais il y avait une réflexion en cours au sein du SNE ou de l'interprofession sur la nécessité à laquelle répond partiellement PNB de structurer les informations concernant la diffusion commerciale et aussi, dans la foulée, de pouvoir répondre à la demande, disons aux préconisations de la loi sur le livre unique, qui est la publicité du prix des offres faites par les éditeurs quand ils distribuent leurs livres électroniques. Là, vous évoquez plusieurs choses qui s'intermêlent. Le point central, peut-être, c'est la question est-ce qu'il existe ou non un catalogue, un fichier, une base de données bibliographique des livres numériques? La réponse est non. Pourquoi? Pas encore, en tout cas, à l'image de ce qui existe pour le livre imprimé, puisqu'on a d'une part, comme je le disais, la base de la BNF qui est fondée sur le dépôt légal, et d'autre part, Electre, qui est un organisme interprofessionnel de l'édition et de la librairie, et qu'on peut considérer comme également exhaustif, puisque Electre est fondée sur les informations commerciales fournies par Dilicom, qui elle-même s'appuie sur les informations fournies par tous les distributeurs qui ont intérêt à être dans ce circuit-là, s'ils veulent vendre leurs livres en librairie. Donc les deux bases sont à peu près exhaustives en ce qui concerne les nouveautés. En revanche, pour le livre numérique, on n'est pas dans la même situation, puisque nous n'avons pas encore de dépôt légal obligatoire du livre électronique. C'est en cours de gestation, ça se fera, mais ça n'existe pas encore, d'une part. Et d'autre part, au niveau commercial, les initiatives sont encore assez dispersées. Electre s'est mis à créer une base de données de livres électroniques, mais là aussi, ça part un peu dans tous les sens. Les circuits de diffusion et de commercialisation de ces livres sont très variés. Et donc, pour l'instant, tout le monde n'a pas conscience complètement qu'il a intérêt à être dans une base unique style Electre pour bien commercialiser ces livres numériques. Donc tout ça est en progrès, comme on dit, et donc on ne sait même pas combien il y a de livres électroniques disponibles en France. Je ne parle pas de livres français, je veux dire, pas des étrangers. On dit 100 000, 150 000, en vérité personne n'en sait rien, on avance en bras coulés. Alors vous évoquiez donc je pense que d'ici peut-être 2-3 ans, mais pas avant, certainement pas, on y verra plus clair. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué.
Alors maintenant, vous évoquiez la présence de la mention de livres numériques, l'accès sur Gallica de livres numériques produits par les éditeurs qui ne fonctionne plus aujourd'hui, en effet. Mais alors ça, c'est une toute autre histoire qui n'a pratiquement rien à voir avec ce problème du catalogage des livres numériques. C'est-à-dire que en 2007, la Bibliothèque nationale de France, le Centre national du livre et le SNE ont décidé de travailler, en 2006 même, ont décidé de travailler de concert pour développer précisément l'offre de livres numériques en la rendant visible sur Gallica. Et ça, je dois dire que ça a été l'impulsion absolument décisive pour l'édition française qui a permis de, effectivement, booster l'offre, la création et l'offre de livres numériques. Parce qu'auparavant, la majorité des éditeurs, en dehors de certains secteurs spécialisés comme les encyclopédies, les sciences, les éditions scientifiques, mais ceux de littérature générale, eux, ils étaient restés sur le souvenir des premiers e-books du début des années 2000, où on disait, rappelez-vous, que ça allait remplacer le livre imprimé, puis en 2 ans, c'était plié, ça a été un échec total. Tous les producteurs de liseuses ont fait faillite, et puis les e-books qui ont été produits ont disparu de la circulation. Donc 5-6 ans après, les éditeurs pensaient encore que, bon, voilà, cette histoire de livre électronique, c'était n'importe quoi, et que c'était pas la peine de s'y intéresser. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que grâce à l'impulsion, comme je le dis, du CNL et de la BNF, le CNL a dit il faut être volontariste. C'était aussi l'époque où Jean-Noël Jeannet à la BNF disait il faut réagir à Google, on ne va pas laisser Google numériser le patrimoine et notre patrimoine à nous, il faut qu'on s'y mette nous, d'où l'argent qui a été mis à disposition des éditeurs par le CNL pour numériser leurs fonds, et d'où l'idée que ce qui était numérisé avec les subventions du CNL devait être rendu visible sur le site de la BNF, sur Gallica. Donc on a mis au point un système avec la BNF un peu intéressant, qui était très bien au début et qui est devenu un peu plus compliqué après, où on disait chaque agrégateur, c'était les mots qu'on avait utilisés à l'époque, c'est-à-dire style Numilog, il y en avait pas mal d'autres, mais le Numilog était un des pionniers, qui va distribuer les livres numériques produits avec l'aide du Centre national du livre. Il aura pour responsabilité aussi de les rendre accessibles, certes de façon partielle, puisque ce n'est pas des ouvrages du domaine public, donc ils ne peuvent pas être vus gratuitement, mais on peut les signaler, on signale leurs métadonnées et on peut les feuilleter en partie sur le site de Gallica. Et c'est ce qui s'est fait. Et c'est ce qui s'est fait qui a été finalement très positif, parce que du coup, tout le monde s'y est mis, quoi. Bon, voilà. Mais simplement, au bout de quelques années, c'est devenu un chaos assez indescriptible, parce qu'il y avait, je ne sais pas combien, 10 ou 12 agrégateurs, avec des formats différents, des feuilleteurs différents, des métadonnées pas très homogènes, et puis surtout un catalogue, un principe de documentation, une politique documentaire qui partait complètement dans tous les sens et qui était très loin des axes de la politique documentaire de Gallica. Donc, de concert avec la BNF, on s'est penché sur la question en disant là, maintenant, ça devient presque contre-productif, parce que le gallicanaute qui se promène et qui tombe sur des bouquins de je sais pas quoi, de bandes dessinées, des Mickey, des trucs et des machins, il dit mais qu'est-ce que ça fait là, quoi. Bon, bref. Donc, à l'occasion de la nouvelle version de Gallica, là, qui a été mise en ligne fin septembre, au 1er octobre, nous avions décidé auparavant avec la BNF de arrêter tout ça, de supprimer l'accès à tout ça, parce que c'était trop disparate. Et on va les remettre dans le cadre d'un nouvel accord plus global, de façon beaucoup, maintenant que l'offre de e-book est beaucoup plus importante, de façon meilleure, avec un seul feuilleteur, etc. Donc voilà, là aussi la visibilité des e-books va s'améliorer.